Le Parti communiste a pu vouloir le développer en disant aujourd'hui nous sommes la vigne. Ici c'est la vigne, il n'y a pas de classe qui compte. Alors c'est un peu compliqué parce que ce qui va se passer à la suite de ces événements, c'est la constitution de la Confédération générale des vignerons qui a l'ambition non seulement de rassembler les propriétaires mais aussi les ouvriers. Et pendant quelques mois, eh bien, il va y avoir donc une union des classes qui va perdurer à l'intérieur de la CGV. Mais dès 1908, les choses se décantent, c'est-à-dire que les ouvriers petit à petit vont sortir de la CGV, qui va devenir alors la grande organisation de défense viticole de la région. Est-ce qu'avec la résistance à Napoléon III, 1851, est-ce que ça, c'est aussi un élément qui crée le Midi? Qu'est-ce qui crée le Midi? Ça nous vient d'où le Midi? C'est une longue histoire d'ailleurs ce mot-là. Hein. Alors le mot de Midi est intéressant parce qu'en fait, il désigne à la fois l'ensemble des régions du Sud, mais aussi peut-être ce qui est aujourd'hui le Languedoc-Roussillon, parce que c'est une partie du Languedoc, bien sûr, mais les gens de la région ici ne se définissent pas à l'époque comme des Languedociens. Il y a les Gascons à l'ouest, il y a les Provençaux à l'est, mais au centre, le Languedoc est immense, il va de Toulouse jusqu'à l'Ardèche, et donc nos départements ici sont des départements qui se désignent eux-mêmes comme le Midi, c'est-à-dire qu'ils utilisent un mot que l'on utilise dans le nord de la France pour désigner les régions du Sud. Alors ce Midi réel ou imaginaire, ce Midi-là, finalement, très vite, il va faire table rase, il va oublier complètement cette histoire. Alors d'accord, il y a eu la boucherie de 1914 qui a fauché complètement ces générations-là, celles qui portaient la mémoire, mais est-ce qu'on ne peut pas expliquer comment pendant des décennies on a oublié, on a mis sous le couvercle cette mémoire de 1907 ? Je crois que la mutinerie est pour beaucoup. C'est-à-dire que cette mutinerie, surtout après la guerre de 14, est considérée comme un événement extrêmement grave et on ne veut pas raviver des souvenirs de ce genre-là. Je pense que ça c'est un élément. L'autre élément, c'est que après, à partir de 1910, la prospérité revient ici. Si vous voulez, la crise de 1907 n'a pas contrarié le grand mouvement de prospérité qui va du milieu du XIXe siècle jusqu'aux années 1930. Donc pendant un certain nombre d'années, on ne parle plus de 1907. On reparlera de 1907 quand les choses iront mal, et notamment dans la seconde moitié du XXe siècle. Alors là, 1907 sera à nouveau une référence. Barthes n'en parle pas, le député du vin qui porte les lois autour du vin n'en parle pas. Alors en fait, Barthes, Édouard Barthes, donc député de l'Hérault, est considéré comme le pape de la viticulture, c'est le nom qu'on lui donne, et il est à l'origine de toute une série de lois qu'on appelait le statut de la viticulture, qui a permis pendant 20 à 30 ans de régler en partie les problèmes de la viticulture avec toute une série de choses comme par exemple des primes à l'arrachage, comme l'échelonnement des ventes, etc. Donc si vous voulez, ce sont des mesures malthusiennes qui permettent de protéger le marché. C'est un langage technique et non pas lyrique. 1907, ça n'existe pas 25 ans après dans son discours, parce que sa clientèle, c'est le viticulteur. Pas tellement, non. Ça existe lorsqu'il est en discussion avec le gouvernement, où il dit si vous ne votez pas des lois qui vont permettre de régler les problèmes de la viticulture, eh bien, on risque de voir se reproduire des événements comme en 1907. Alors vous faites référence à ces mesures malthusiennes, alors quelle est l'actualité de 1907 aujourd'hui? Parce que finalement l'arrachage, la distillation, c'est des mots qu'on entend aujourd'hui qui sont très contemporains. Alors paradoxalement, je dirais que l'actualité d'aujourd'hui pour 1907, c'est peut-être pas tellement la viticulture. C'est peut-être aussi l'affirmation d'une identité régionale. Il n'y avait pas beaucoup de drapeaux occitans, hein, mais votre collègue Rémi Page dit qu'il y avait 20% des slogans qui étaient écrits en langue du pays. Hein. Oui, mais le mot d'occitan n'est pas utilisé, le mot d'occitanie n'est pas utilisé, il n'y a pas de drapeau occitan, il n'y a pas de drapeau catalan. On a essayé de faire venir le grand poète provençal Frédéric Mistral pour prendre la tête du mouvement, il a refusé, et à partir de ce moment-là, c'est un mouvement, certes, qui est puissant, qui est important, qui représente vraiment une identité régionale, mais je dirais une identité régionale qui peine à s'exprimer en tant que telle. Pour reformuler ma question, est-ce qu'on peut dire que le Sud contemporain naît en 1907 dans nos consciences collectives ici?
Alors, en partie, oui, parce que c'est un événement qui se produit dans la région uniquement et qui a une résonance extraordinaire en France et en Europe. Les journalistes de tous les pays voisins viennent donc voir les meetings, font des articles extrêmement importants, titrent sur les événements. Donc, il est certain que ça, c'est un événement qui marque la conscience collective régionale. En 10 secondes, il y a un plaisir à écrire sur ces événements? Oui, il y a beaucoup de plaisir à écrire sur ces événements. D'abord parce que je crois que l'histoire est quelque chose qui ne s'arrête pas, et qu'il faut toujours remettre le métier, qu'on apprend toujours des choses nouvelles, et notamment avec ce centenaire donc de 1907, eh bien, on a découvert des documents nouveaux, et je pense que l'histoire de 1907 n'est pas terminée. 1907, la révolte du Midi de A à Z, Jean Sagne, Jean-Claude Ségala aux éditions Aldacom. C'est très documenté, c'est très didactique, c'est très intéressant. À la semaine prochaine. Merci professeur Sagne. Merci Bernard. Merci. Bon week-end.